Salut à tous, bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, votre rendez-vous sur la voiture électrique, la voiture autonome et les nouvelles mobilités. Et d'ailleurs, disons-le, le podcast automobile #1 en France. Je ne vous mens pas, regardez, je le prouve. Bref, le seul podcast automobile au monde, toujours, qui ne met pas de super dans ses cornflakes le matin. Ravi de vous retrouver, je suis Cédric Ingrand. Et je suis Thomas Degois. Au sommaire de ce nouveau numéro, un prêt à taux 0 pour s'offrir un véhicule propre, le décret surprise qui vient de tomber, qui modifie les critères de la prime écologique, c'est technique, mais vous allez voir, ça concerne pas mal de monde. Le tour de force de Mercedes qui signe la voiture électrique la plus frugale du marché, quoique elle pourrait bien être battue par la première voiture de série 100% solaire, enfin 100% solaire ou presque. D'ailleurs, faut-il y croire vraiment ? Y croire, tiens, vous savez, comme pour l'hydrogène auquel on croit, de moins en moins, et d'ailleurs une nouvelle étude enfonce le clou, et puis nous irons aux Amériques rejoindre mon ami Martin Archambault du podcast Silence en roule, qui lui va nous raconter comment sur la côte ouest du Canada, les bornes de recharge électrique vont devenir obligatoires, ou presque, dans toutes les stations-service. Thomas, comment ça va chez toi ? Bah écoute, ça va. Ça y est, t'as viré le chat, on n'entend plus. Là où je suis là. Je suis dans un bureau un petit peu frisqué, donc si je grelotte, pas m'en Écoute, j'ai le même. Bien, alors on a plein de choses à se dire avant même de rentrer dans le détail de l'actu du mois. Alors justement, le mois, mettons les choses au clair. On enregistre cette émission alors que ça fait pas 3 semaines qu'on a sorti la précédente, ce qui est confondant. Enfin, que se passe-t-il ? Prennent-ils de la drogue ? Je ne sais pas. Mais il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que je voulais vous remercier, vous tous qui écoutez ce podcast. C'est intéressant parce que c'est un média où il n'y a pas de gratification immédiate dans le podcast. Enfin, si, presque, tu peux aller voir tes stats jour après jour en disant alors là, j'ai fait tant, et là, j'ai fait tant, mais surtout, sur les derniers épisodes, vous avez eu un talent fou, en tout cas en termes d'affluence. On a des chiffres indécents, donc c'est pour ça d'ailleurs que je les citerai pas, mais je le disais dans l'intro, c'est pas une rigolade quand je vous dis que Les Doigts dans la Prise est légitimement le premier podcast automobile en France. Alors attention, évidemment, après, de quel thermomètre parle-t-on ? Là, je vous parle du classement des podcasts d'Apple Podcasts, qui est quand même le truc qui, dans l'ensemble, fait foi. Je dis ça aussi parce que je crois que c'est 60% de l'audience de ce podcast qui passe par Apple Podcasts, même si il y a plein de plateformes qui vraiment font le job. Un podcast addict, c'est incroyable. Et donc là-dessus, dans la catégorie des podcasts automobiles, on est devant. Et on est même devant des trucs, devant, tu vois, des trucs de bagnolard, de radio périphérique. Quand est-ce qu'on... Ça fait longtemps qu'on dit plus radio périphérique, d'ailleurs. C'est là que je m'aperçois que je suis en train de devenir yeuve. Et d'ailleurs, yeuve, si oui, vous faites que je suis vieux. Enfin bref, c'est la seule récompense qu'on cherche à ce podcast, parce que je rappelle que il est gratuit et que donc vous en aurez toujours pour votre argent. Et évidemment, les chiffres sont tels que ça donne envie d'en faire plus. Donc en fait, je pense que tout ça fonctionne un peu comme une sorte de cercle vertueux. On fait des podcasts, vous les écoutez, vous les partagez, vous mettez de petits coups de coude à vos amis en disant hey, regarde, ils sont sympas les deux là, et puis c'est intéressant ce qu'ils racontent, et du coup on fait plus de podcasts. C'est un vrai cercle vertueux. Donc voilà, on sait que vous êtes là, certains nous écrivent sur Twitter, mais on vous voit pas, ah oui, souviens-toi au dernier épisode, même pas le mois dernier, je ne sais plus quel mot utiliser, mais on parlait de nos confrères, dirons-nous, de Villebrequin. J'ai eu un petit coup de jalousie en regardant ce qu'ils viennent de faire. Ils ont lâché un nouvel épisode sur... Ah si, je crois qu'ils ont refait quelque chose d'un des tout premiers épisodes qu'ils avaient fait sur passer un ralentisseur à 130 km/h. C'est une très mauvaise idée, mais c'est une très bonne idée pour YouTube. Et donc ils l'ont refait, mais cette fois avec des moyens. Tant et si bien d'ailleurs qu'ils ont fait une projection en avant-première de la vidéo. C'est génial de faire une projection en avant-première d'une vidéo YouTube au Grand Rex, devant un public conquis à la cause. Ils ont vendu les 2005 ou 2700 places, je crois, je sais pas, en moins de 2 heures. Bon, ils ont été sympas, ils les ont vendus 6,90 €. Donc, je leur en veux toujours de ce qu'ils ont raconté sur la voiture électrique et sur machin, la dernière fois, bon. Mais en même temps, ils se sont pris une telle fessée dans les commentaires de leurs propres vidéos que je pense que, je sais pas. Mais comme ils les lisent pas, de toute façon,
C'est pas très Ça, t'en sais rien. Alors ça, je veux dire, ça c'est pas de le dire. Non, ouais, non, mais ça c'est du pipeau. Ça c'est personne ne fait ça. Non, mais ça c'est comme les comédiens qui disent ah non, je ne lis jamais mes critiques. Non, jamais. Tu penses, bien sûr qu'ils les lisent. Non, mais attends, c'est comme si tu demandes, tu vois, à une Instagrammeuse si elle se Google de temps en temps, quoi. Bien sûr. Il bosse tellement qu'à mon avis, enfin ouais, Lévi, il aime bien, je crois, lire ça sur les toilettes, il me semble, un truc comme ça. Mais sinon, voilà, bon, c'est. Ouais, à mon non, avis, je suis sûr quand même ou au moins d'autres ont dû leur rapporter en disant dis donc là quand même il y a votre propre public qui vous met des petits taquets dans les commentaires pour un Vultec, les mecs quand même bon. Oui, c'est ça, on explique un Vultec, c'est leur série de vidéos où ils rentrent dans le dur de la technologie automobile et justement c'est vachement dommage parce que s'il y a des gens qui sont qui seraient légitimes à rentrer dans c'est quoi les aimants continus versus ça dans un moteur électrique et d'ailleurs comment ça marche et pourquoi machin enfin il y a 1000 trucs à raconter comment ça marchait pas avant, comment ça marche mieux maintenant, exactement. Le refroidissement des batteries, il y a 1000 trucs à raconter. Des fois il y a des terres rares, donc il y en a pas. Ouais, alors là, on leur demande même pas de rentrer là-dedans. Ils peuvent s'ils veulent, mais parce qu'après, il va falloir se demander celle qu'il y a dans les pots catalytiques. Mais on avait dit qu'on restait sympathique et confraternel. Alors ça, c'était une jolie incise pour dire que voilà, moi, je suis jaloux pas de ce qu'ils font au quotidien forcément, mais par contre, voilà, quand je les ai vus là monter sur scène, j'y étais pas, hein, mais je te rassure, il y avait des gens avec des smartphones et monter sur la scène du Grand Rex, tout ça, etc. Et là, tout à coup, se retrouver vraiment face aux gens à qui, finalement, ils parlent au quotidien, à la petite pique de jalousie. Mais, et justement, c'est là que j'ai une bonne nouvelle. Pas pour Thomas, parce que Thomas, il peut me voir quand il veut, mais pour toi, public. Enfin, en tout cas, pour les plus fans d'entre vous, on va pouvoir bientôt, dans 2 mois, se voir d'un peu plus près. Alors, ça va demander un tout petit peu d'effort de votre part. Souvenez-vous, en octobre dernier, j'étais allé seul parce que Thomas était à la limite de la paternité. J'étais allé à la journée organisée par le club des possesseurs de Tesla, le Tesla Owners Club France. Ils avaient fait une sorte, on appelait ça une concentration il y a longtemps, pour les collectionneurs de voitures et les motards. C'était à Dijon. J'avais enregistré un épisode sur place. C'était tout à fait, c'était vraiment chouette. Et on m'a poussé du coup pour me dire, au fait. On va en refaire une. Ah bon ? C'était sympa, mais d'ailleurs pas seulement pour les possesseurs de Tesla, parce qu'il y avait plein de choses, il y avait plein de voitures électriques et pas électriques, etc. Et alors là, ce coup-là, j'ai pas beaucoup d'infos, parce que tout n'est pas encore, on va dire, fixé, mais on susurre que ce serait le 2 juillet, et on susurre très très fort que ce serait à Clermont-Ferrand, sur le circuit d'essai de Michelin. Et ça, c'est cool. Wow. Ah ouais. Donc voilà, j'essaie de voir dans quelles conditions on pourrait enregistrer un épisode là-bas en public, parce que c'était vraiment fun d'enregistrer un épisode en public la dernière fois, même devant un public limité. Pour tout dire, on est en train de voir est-ce qu'il y a un bâtiment quelque part où je peux me mettre, ou alors est-ce qu'il faut que je mette au milieu de la piste. Mais là, c'est quand même un exercice un peu différent, mais au moins vous pourrez être plus nombreux. Bref, voilà, si vous voulez nous croiser, venir nous payer une bière ou pas, le 2 juillet à Clermont-Ferrand, vous serez les bienvenus. Pour ça, il faut aller sur le site du Tesla Owners Club France, je crois que c'est Tesla, flûte. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. Bon, beaucoup d'actualités, ce coup-là aussi, mais quand même difficile de faire totalement l'impasse sur ce qu'on pourrait décrire comme étant la plus grosse actualité connexe à celle de la voiture électrique cette semaine, en l'occurrence le rachat de Twitter par Elon Musk. Alors c'est intéressant parce que c'est 2 activités qui se touchent pas. Moi, j'ai beau continuer à essayer de disséquer le truc dans ma tête. Ma théorie sur Elon Musk est connue. Elon Musk est un envoyé du futur. C'est pour ça que il arrive à faire des paris à chaque fois. C'est-à-dire, il crée un truc, ça marche, il le vend, il prend tout l'argent, il le met sur le projet suivant, ça marche, il le vend, il reprend tout l'argent. Le mec bourré qui parie à chaque fois sur le rouge à la roulette en disant non, ça va le faire. Et encore, quand tu paries sur le rouge ou le noir, t'as presque une chance sur 2 de gagner. Alors que là, quand tu te dis tiens, je crois que je vais démarrer, prendre en marche, peu importe. Je vais co-créer en tout cas le seul constructeur automobile américain qui va fonctionner depuis un siècle. Depuis Ford. Tu vois, tiens, je pense que c'est sympa ce qu'ils font la NASA, je pense que je peux faire mieux. Mon explication à ça, c'est de dire, en fait, Elon Musk est un envoyé du futur. Et c'est pour ça qu'il a toujours raison à la fin.
Et ben même quand je lis ce qui s'est passé cette semaine sous ce prisme-là, et ben je comprends toujours pas. C'est-à-dire, non. Non, 44 milliards de dollars pour Twitter, mais pourquoi faire Twitter, pour les financiers d'entre vous, c'est un truc qui crache. Allez, les bonnes années et avec le vent dans le dos, 1 milliard de marge par an. Donc en gros, tu achètes pour 44 milliards quelque chose qui va t'en rapporter un par an. Faut vraiment pas que l'inflation monte trop, parce que sinon tu mettras 50 ans à rentrer dans tes sous. Donc il le fait pas pour l'argent, mais je crois qu'il l'a dit. Et alors, on n'est pas, je suis pas le seul à être un peu perplexe là-dessus. Je voyais pas mal de papiers disant parmi les perplexes, il y a aussi les actionnaires de Tesla. Bah oui. Alors eux, c'est pas tellement Twitter, pas Twitter, c'est que évidemment tout ce temps qu'Elon Musk passe à réfléchir au futur de Twitter, bah il ne passe pas à réfléchir au futur de Tesla. Ce qui est un peu curieux et dommage, mais Twitter, c'est une malédiction, en fait, ce truc. C'est-à-dire que le patron fondateur, moi, j'avais rencontré Jack Dorsey, un garçon formidable sous tous aspects, mais il avait un problème, c'est qu'il était patron de Twitter, alors qu'à côté de ça, il est aussi patron et fondateur de Square, qui est cette start-up qui est dans le paiement. Mais Square, Square, c'est un truc qui rapporte beaucoup d'argent, et donc dont le cours de bourse reflète la bonne santé. Et du coup, 80 ou 90% de la valeur, entre guillemets, de Jack Dorsey, c'est Square. Et pourtant, il passait l'essentiel de son temps chez Twitter. Donc c'était un problème. Et ben pour Tesla, pour Elon Musk, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour l'instant, il a l'air très mobilisé sur un truc qui est surtout une sorte de distraction, comme un loisir, une espèce de hobby, mais un hobby hors de prix, tu vois. C'est un peu ça, non? C'est un peu ce qu'il a voulu faire, parce que bon, on n'imagine pas qu'il va prendre des parts dans Twitter et de façon à être le premier actionnaire, non? C'est ça maintenant? C'est ça? Ouais. Il le rachète entièrement. Il rachète tout? Il rachète tout et il le sort de la bourse. Mais je crois qu'il avait dit qu'il ne prendrait pas plus de 15%. Ah mais tu as raté un énorme épisode. J'ai 3 métros de retard. Oui, tu as un gros métro de retard, c'est-à-dire celui où il a dit non, finalement c'est bon, je prends tout, et où le conseil d'administration de Twitter a dit bon bah ok. Attends, c'est pas d'accord, ok. 44 milliards de dollars. Ah, je pensais on disait bon, c'est lui qui l'a parce qu'il a la plus grosse part. Voilà, ouais, au début, oui, il avait investi, bah oui, c'est ça, 3 milliards, ou je sais plus, enfin, bon, peu importe. Mais voilà, et là, tu disais, ouais, ok, fais-toi plaisir, Elon, hein, c'est moi aussi, tu vois, tout à coup. Ah, non, mais 44 milliards. Quand je découvre un billet de 50 dans une veste, je suis ah cool, viens chérie, on dîne dehors. Tu vois, bon, voilà. Mais là, bon, et non, et là il le rachète entièrement pour que ce ne soit plus une société cotée. Ce sur quoi je suis d'ailleurs assez d'accord. Moi, je veux bien qu'on débatte de Twitter. Je pense pas que Twitter soit fait un truc taillé pour gagner de l'argent. Ça peut, hein. Mais plus tu veux gagner d'argent, bah plus tu mets de pub et plus il faut qu'elle soit ciblée. Donc plus elle est, enfin. Et on repart dans le même cercle pas très vertueux qu'on connaît sur d'autres réseaux sociaux, comme tu vois, de l'autre, ouais. Voilà. Et donc voilà, il explique que voilà, pour lui, c'est Twitter, c'est la place du village global, et que donc ça mérite mieux que ça, et qu'en plus le produit Twitter a pas bougé depuis des années. Je suis d'accord avec tout ça, mais le truc c'est, Elon, t'as pas déjà un job? Enfin, je veux dire par un job, 2, 3, 4 jobs entre Tesla, SpaceX. La Boring Company, enfin bref. Neuralink aussi. Oui, mais ça, c'est des petites choses pour lui. Moi, enfin, ça, je reste totalement. Hyperloop aussi. Non, mais Hyperloop, tu sais comment il a fait. Hyperloop, il a eu l'idée, etc. Et puis il a dit non, mais. Faut que je sois lucide. Je vais pas avoir la bande passante pour mener ça à bien, donc voilà. Il a mis son brouillon en ligne en disant voilà, faites quelque chose avec. Et en fait, il s'en occupe pas du tout. Enfin, c'est pas, il a pas, lui, Hyperloop, il a aucun rapport avec Hyperloop sauf l'idée. Et ça a été repris par d'autres, par Virgin. Il y a pas une annonce là récemment comme quoi ils allaient faire un test grandeur nature de. C'est possible, mais c'est pas Elon Musk. Ouais, d'accord. Okay. Enfin, il y a plusieurs Hyperloop en fait. Bon, bref. Mais tu vois, là, justement, il se disait c'est vachement bien, ça a du potentiel. Mais bon, faut pas déconner. Je vais pas avoir le temps. Bon, en plus, Hyperloop, c'était vraiment au moment où il était au fond de la mine, à essayer de sortir la Model 3, tout ça. Ouais. Et bah, tu vois, cette lucidité-là, on dirait, il n'a pas eu ce coup-là pour Twitter à se dire.
c'est bien, je trouve que c'est important, mais est-ce que vraiment j'ai le temps? Moi, je suis toujours admiratif, hein, je sais pas comment, tu vois, j'ai pas réussi à faire la vaisselle depuis 2 jours, enfin, tu vois, bref. Du coup, il y a des associations d'actionnaires qui disent, quand même, ce serait bien de garder l'œil sur le truc qui fait votre valeur et la nôtre, hein, parce qu'évidemment, c'est pas... Du coup, d'aucuns seraient en train de conseiller à Musk par exemple, de déléguer la gestion du réseau social. Mais je pense que c'est ce qu'il va faire de toute façon. Mais il va oui, pas juste faire patron de Twitter, c'est pas... parce que bon, autant Tesla, on reproche souvent à Tesla de ne pas avoir assez de managers compte tenu de la puissance financière que c'est et de la taille de l'entreprise. Autant j'imagine mal qu'il puisse se délester de quelques... il pourrait le faire, se délester d'un peu de tâches chez Tesla. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va forcément arriver. Mais à mon avis, il y a plus de chances qu'il le fasse chez Twitter. Attends, il vient d'ouvrir Berlin, il vient d'ouvrir Austin, il a encore... ils ont combien de trucs annoncés qui sont pas encore vraiment sortis et disponibles? Il y a le Cybertruck, le Roadster, les camions, que sais-je encore, enfin... Je sais pas en tout cas, moi, si ça peut me permettre d'avoir un bouton modifier mes tweets. Oula, tu veux vraiment rentrer dans ce débat-là? Je suis d'accord avec le fait qu'il... Non, moi je suis... Non, parce que non, c'est très mal. Le bouton edit pour les tweets, c'est très mal. Parce que d'un coup, tu vas répondre à un tweet et son auteur va le modifier. Non mais... Bien sûr. Oui, il y aura un truc. Après, tu peux faire passer n'importe qui pour n'importe quoi. C'est ça, exactement. Vous avez tous dit, ouais, c'est super à ma blague fasciste. Non, moi je suis d'accord sur et on s'en arrêtera là parce que c'est pas le sujet, mais je suis d'accord pour un bouton corriger. C'est-à-dire, tu vois le côté genre, oh merde, j'ai un autocorrect machin, ou ah non, ça c'est A avec un accent. Le truc qui te laisse, par exemple, dans la minute suivant la création de ton tweet, le corriger. Mais pas un edit plus loin. Alors les gens disent oui, mais comme tu regarderas et tu verras le tweet avec son historique de... Non, mais c'est pas un Google Doc, quoi. Enfin bref, donc voilà, un petit bouton pour corriger, mais alors l'edit, je pense que c'est à manier avec grande précaution. On va voir, hein. Je pense qu'il va surtout impulser les trucs qu'il a envie de mettre en place. Il a envie de mettre en place plein de choses, rendre Twitter, en faire un logiciel open source, enfin il a plein de trucs. Peut-être que les actionnaires sont un peu énervés aussi parce qu'au-delà du temps qu'il pourrait impliquer, il pourrait aussi peut-être s'attirer les foudres de la SEC un peu, qu'il a déjà un peu dans le nez à cause de... Ah mais oui, mais plus maintenant parce que Twitter ça sera sorti de la bourse. Ah oui. Ce sera plus une petite société cotée, donc là il en fera absolument ce qu'il veut. Et là personne ne lui dira ah non attention les actionnaires. Et donc là du coup il peut manipuler le marché comme il veut parce que c'est plus en bourse, c'est ça? Mais manipuler quel marché? C'est plus coté. Non mais je veux dire la SEC l'avait accusé quand il avait fait... d'utiliser Twitter pour... Non, ça c'est autre chose. Ah mais non, du coup, manipuler le cours d'action, etc. Donc du coup... peut-être que le fait qu'il s'approprie la chose et que peut-être que du coup le mec s'est dit il pousse le bouchon un peu loin, la prochaine fois on le rattrape pas. Faut jamais oublier, moi j'étais frappé, les gens disaient en fait il fait comme Jeff Bezos, Jeff Bezos il avait acheté le Washington Post, là c'est pareil. Alors il y a plusieurs choses qui sont différentes. Bezos il avait acheté le Washington Post pour 250 millions de dollars, c'est-à-dire beaucoup moins. Et surtout, quand tu achètes Twitter, alors on peut dire Twitter est un média, ok, tu achètes Twitter, ok, donc tu es propriétaire d'un média. Oui, mais c'est pas pareil que d'être propriétaire du Washington Post ou du New York Times ou de CNN ou d'une chaîne d'info. Enfin, tu vois, c'est pas pareil. Ça n'a même absolument rien à voir. C'est-à-dire que ça fait pas de toi, tu contrôles pas l'information. Enfin, c'est autre chose, quoi. Quand t'as un réseau social qui a plus de 200 millions de membres, ce qui est à la fois beaucoup et peu d'ailleurs face au réseau social, face aux autres, enfin peu importe. Ouais. Mais ce n'est pas... moi j'avais dit que je faisais un podcast sur la voiture électrique et pas sur la tech, parce que ça je pourrais le faire la nuit en pilote automatique. Donc revenons à nos moutons. Dans l'actu de la semaine, plus près de chez nous, en France, ça j'ai une vraie surprise. On s'était déjà parlé du fait que on peut acheter une voiture électrique dans des conditions bien plus avantageuses que ce qu'on peut faire pour une voiture thermique. Alors d'abord parce qu'il n'y a pas de malus, bah oui, que si vous êtes une société et que vous voulez l'acheter comme une voiture de société, bah vous ne payez pas la TVS, la taxe sur les voitures de société. Bref, c'est intéressant et bah, ça va le devenir plus encore, puisque va apparaître l'arrivée d'un prêt à taux zéro
pour aider à l'achat de voitures électriques et de voitures hybrides. Attention, uniquement des hybrides rechargeables. Alors attention, c'est évidemment sous condition. Bon, moi, honnêtement, jusque-là, on trouvait déjà des prêts à moins de 1%. À vérifier d'ailleurs, parce que quand même, avec la hausse de l'inflation, peut-être que ça va pas tenir très longtemps. Mais dès le 1er janvier 2023, pour une période d'expérimentation qui va durer 2 ans, je crois, on va... les habitants, attention, mais pas tous, les habitants des ZFE, c'est-à-dire des zones à faible émission. En clair, si vous êtes à Paris, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'A86, c'est pas que du périphérique, mais je crois qu'il y a 50 ou 70 ZFE, zones à faible émission en France. Et donc, si vous habitez dans une de ces zones, ou si vous travaillez dans une de ces zones, bref, si vous êtes forcé de vous y rendre chaque jour, vous pourrez bénéficier d'un prêt à taux zéro pour acheter une voiture moins polluante. Il faudra que ce soit une voiture ou une camionnette de moins de 2,6 tonnes. Qui rejette pas plus de 50 grammes au kilomètre de CO2. Oui, ça, évidemment. Donc, évidemment, ça ne peut concerner quasiment que les hybrides rechargeables et les électriques, voilà, ou les voitures à hydrogène, mais voilà. Tout ça est évidemment sous condition. Maximum 30 000 €, maximum 7 ans pour le rembourser. Et ah oui, j'oubliais, c'est sous conditions de ressources aussi. Mais ça, on n'a pas détaillé les conditions de ressources, mais est-ce que c'est le plafond de la Sécu? Est-ce que c'est... Bon, on va voir. Mais voilà, tout ce qui aide à acheter des voitures plus propres est bon à prendre, non? On ne peut que saluer ce genre d'initiative, ça c'est sûr. Et c'est amusant parce que c'est un truc qui sort, c'est le gouvernement, hein. Alors là, pour le coup, sans aucune communication. Alors que ça aurait valu, je sais pas, une petite conf, un truc, tu vois, je sais pas. Vu la période, si tu veux, oui, c'est vrai qu'il y avait des élections. Bon, ok, je conçois qu'il y avait des trucs sur le feu, mais et pendant ce temps-là, je vois tomber des tweets d'Elon Musk qui parlent de Twitter, mais t'as pas autre chose à faire. Ah, il dit pour que Twitter mérite la confiance du public, il doit être politiquement neutre. C'est-à-dire, il doit... De droite. Non, il explique, il doit énerver autant l'extrême droite que l'extrême gauche. Voilà. Oui, alors là aussi, j'ai lu plein de sornettes sur Elon Musk en disant « Ouais, mais Elon Musk, c'est un extrême droitard, machin. » Non, vous comprenez pas ce que c'est que la grille politique d'Elon Musk. Elon Musk, c'est un mec très libéral au sens américain, c'est-à-dire libéral sur les questions sociétales, et puis très pro-business sur le business, hein, parce que pour lui, clairement, the business of business is business, comme dirait l'autre. Et enfin, alors c'est génial parce qu'il tweet et derrière, t'as tous les bots qui tweetent des machins et des liens pour te voler tes bitcoins, enfin tu vois oui, ça c'est comme ça. Voilà, ça c'est comme ça. Mais revenons à nos moutons. Donc oui, je disais, ça y est, on a un prêt à taux zéro comme on l'a eu pour l'immobilier. Et alors zéro communication, c'est un peu curieux. Et d'autant que, et alors ça c'est tombé alors que je préparais ce podcast, l'autre surprise du chef, c'est un décret qui vient de tomber, qui modifie le code de l'énergie. C'est l'article décret numéro 2022-669, ça aurait été 666, ça aurait été encore mieux, du 26 avril, relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants. Ça vient modifier un article du code de l'énergie. Et alors c'est intéressant parce que les impacts, alors c'est drôle à lire, c'est toujours pénible à lire comment dire, ces décrets, parce que le décret te dit pas voilà quelle est la loi, elle te dit voilà comment la loi est modifiée. Donc par exemple on te dit au 3e alinéa, après les mots du code de la route sont insérés les mots où est un petit train routier touristique. C'est ce que j'ai retenu. Moi j'ai pas lu le texte de base parce que bon du coup j'ai un peu galéré à le trouver. Je peux très fut là-dessus, mais en revanche en lisant quand même les modifications, j'ai retenu 3 concepts. Vas-y. D'abord, le petit train, de vraiment de très très loin. Alors, il faut expliquer. En fait, l'article, le décret est là pour simplifier quelques trucs, je pense, qui étaient un peu passés. Il y avait eu des trous dans la raquette jusque-là. C'est-à-dire que, par exemple, il y a plein de petits trains touristiques. Tu sais, le petit train que tu fais pour je sais pas, aller faire le centre-ville de Cahors et tout ça. Oui, le problème, c'est que jusque-là, c'est quand même des trucs qui tournaient au diesel, quoi, dans l'ensemble. Et alors que c'est quand même des trucs pour lesquels l'électrique serait très indiqué. Et donc, voilà, là aussi, ça demande un tout petit peu d'aide. Du coup, en gros, on rajoute les petits trains touristiques, voilà. Mais pour ce qui nous
nous intéresse, parce que je suis pas venu là pour vous parler des petits trains électriques, pour ce qui nous intéresse, ça change une chose sur l'accès à la prime écologique, celle qui permet de retirer 6 000 € du prix de sa voiture électrique ou hybride rechargeable, ou tout ça, neuve si elle est en dessous de 45 000 €. C'est que jusque-là, tu pouvais obtenir la prime et en garder le bénéfice si tu gardais la voiture au moins 6 mois et 6 000 km. Ça va, dans l'ensemble. Et on se dit, bon, et on le change, mais on le change pourquoi ? Bah oui, on le change, ce sera plus 6 mois, ce sera 1 an, et ce sera plus 6 000 km, ce sera 10 000 km. Et on dit, mais pourquoi ? Il y a un tel marché de la jeune occasion qu'il faut... Et oui, en fait, c'est ça l'histoire. C'est que la générosité du législateur, qu'on ne peut que louer, pour le coup, a quand même entraîné un effet d'aubaine, on va appeler ça comme ça. C'est que tout à coup, il est devenu bien moins cher d'acheter certaines voitures en France que de les acheter dans certains pays qui n'ont pas les mêmes aides. Et du coup, votre voiture avec 6 000 € de bonus devient une super affaire à revendre, même en jeune occasion, à l'étranger. Et du coup, si vous voulez vous en convaincre, allez dans les groupes de voitures électriques sur Facebook. On voit plein de gens qui, particulièrement sur les Tesla, mais pas que, revendaient leur voiture à l'étranger assez vite, tu vois, justement, dans les 8 mois après, avec 8, 9, 10, 12 000 km, etc., au prix où ils l'avaient payé, voire même plus cher maintenant. Donc c'est quand même exceptionnel de le revendre. Tu sais, c'est fini, ça, vraiment, ça retourne totalement l'économie de la voiture. C'est-à-dire que tu vois, la sagesse populaire te disait, une voiture neuve, dès qu'elle est sortie du parking de la concession, elle a perdu 20% de sa valeur. Ouais, non, c'est fini. Alors c'est fini aussi parce que pénurie de pièces, parce que tout ça, parce que c'est difficile d'acheter du neuf. Ça, je l'ai vu parce que moi, j'ai revendu ma voiture, ma grosse pétrolette Volkswagen. Et j'ai été sidéré, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis une annonce dans la centrale, j'ai attendu les coups de fil, je l'ai fait essayer à des gens, tout ça. Et soudain, j'ai eu un coup de fil d'une concession Audi, pour ne pas les nommer. Du coup, ça fait très longtemps que j'étais pas allé dans une concession Audi. Et tu vois, j'y allais à reculons en disant non, mais... Non, ils vont vouloir tirer sur les prix, ils vont me dire, regardez, il y a une petite rayure sur le flanc du pneu, genre ça fait moins 3000. Tu vois, si on vous l'apprend tout de suite. Et en fait, ils l'ont pris. Mais tu rigoles, c'est exactement ça. Ils l'ont pris tout de suite. Mais tout de suite. Enfin, j'étais confondu, mais absolument, what? Au prix. Bon. Après, ils ont mis 3 semaines à faire le virement, donc j'étais un peu inquiet en disant « Ah, c'était donc ça le... » Non, c'est bon, le virement vient de tomber. Je respire. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a un marché de l'occasion qui est très tendu. Pour que des concessionnaires se mettent à te racheter de l'occasion pour avoir quelque chose à vendre, forcément, ça te dit quelque chose de l'état du marché. Et il y a des gens qui en profitaient. Alors, profiter est un bien grand mot. Sur le papier, j'ai pas beaucoup de soucis avec ça. C'est-à-dire que des gens achètent des voitures neuves et les envoient après sur le marché de l'occasion, c'est pas mal parce que le marché de l'occasion manque de produits à vendre en électrique. Donc voilà. Maintenant, évidemment, je comprends que le législateur l'est un tout petit peu mauvaise. Quand on dit à leur chef, vous voyez, les 6 000 € qu'on donne au mec là pour qu'il achète sa voiture, il est super content. Et puis après, il l'envoie en Belgique ou au Danemark. Donc en gros, on est en train de sponsoriser le marché de l'occasion là-bas. Bon, voilà, c'est un choix. Hein. Après, au global, pour l'écologie, j'ai envie de dire, bon... Oui, c'est ça. Pour la planète, au global, voilà. Pour les condamnations, peut-être que si on pouvait... Voilà, monsieur Ingrand, si on pouvait vous sponsoriser une voiture par an au lieu de 2, ce serait pas mal. Ce qui est pas vrai, moi, j'ai pas vendu la mienne. Donc, je comprends l'esprit du nouveau décret, mais là aussi, c'est une vraie surprise. C'est sorti... Et alors, ce qui est dur, c'est que je sais pas quand ça rentre. Il faudrait que je vois... Quand est-ce que ça rentre en application? Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens là qui ont commandé une nouvelle voiture et qui attendent de la recevoir pour vendre. Parce que la vente, là aussi, elle se fait automatiquement. Il y a des intermédiaires qui viennent chercher ta voiture direct. Tu leur dis oui, très bien, oui, c'est au prix, très bien, super. Et là, ils s'aperçoivent que en général, c'est quand même, ça peut pas être rétroactif. Hein, donc, en général, c'est à partir de la date d'achat, non? Non. Toi, si tu as acheté une voiture là maintenant et que le décret sort aujourd'hui, enfin, si tu l'as acheté hier et que le décret sort aujourd'hui, faut que tu achètes un an. Mais si tu l'as acheté il y a 6 mois, le décret sort aujourd'hui et il est appliqué dès demain.
Eh ben, c'est bon, tu peux plus la vendre. Ah oui, pour ce genre de truc, genre de truc, en effet, t'as raison, évidemment. Bah oui, ça paraît logique. Oui, ça paraît complètement logique. C'est pas pour les gens qui achètent une voiture à compter d'aujourd'hui, je pense pas. Donc c'est vrai que le mec qui avait prévu de faire ça, en effet, il va devoir la garder. C'est un peu keblo, il va falloir qu'il achète. Bon, quel grand malheur. Bon, il va falloir qu'il continue à la financer, oui, et à payer l'assurance et à tout ça. Oui, bon. Il y avait pas un truc qui mentionnait le rétrofit avant que tu fasses ta transition? Si, tout à fait. Dans le décret, justement, c'est ce qui concernait en tout cas les petits trains routiers touristiques, définis comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques. C'est-à-dire tous ces véhicules qui ont besoin de faire du rétrofit, c'est-à-dire de remplacer leur moteur thermique par un moteur électrique. Et justement, les aides de l'État vont... le montant de l'aide est fixé à 40% du coût de la transformation dans la limite de 30 000 €. Ah oui, c'est vraiment de l'argent. On va faire un épisode sur le rétrofit parce que je trouve ça passionnant. J'ai trouvé des Français qui font du rétrofit apparemment extrêmement efficace et à des tarifs avec les aides, apparemment tu peux faire un rétrofit pour 5 000 €. Ce qui est chouette pour des gens qui sont amoureux de leur voiture et qui ont envie juste de l'électrifier. Mais je pense qu'il faut vraiment que ce soit de la qualité, hein, parce que j'ai vu des trucs en rétrofit quand même. Bon, ça fait un peu flipper. On s'en reparlera. Je pense qu'on va peut-être y aller et essayer. Et voilà. Moi, je trouve ça. C'est à creuser. Je le disais en intro, l'une des surprises du mois, c'est ce qu'on pourrait appeler le tour de force technologique accompli par Mercedes, avec son concept qui s'appelle la Vision EQXX. En clair, on va appeler ça un coupé sportif. Enfin, c'est un concept, hein, c'est même pas le prototype. Enfin, bref, c'est vrai, on n'est même pas dans la pré-série. Et en fait, ils voulaient, démontrer la puissance de feu de leur travail sur l'électrification. Pas juste dire, regardez, on fait des voitures électriques, ok, parce que ça y est, maintenant tout le monde en fait. Mais dire, regardez, il y a des trucs qu'on peut faire dans des technologies profondes de tout ça, mieux que d'autres. Et de fait, ils ont pris leur proto, là, leur concept, la Vision EQXX, et ils lui ont fait faire un petit voyage. Il est parti de Sindelfingen, c'est Stuttgart, traverser la Suisse et l'Italie pour aller jusqu'à Cassis, en France. On dit Cassis ou Cassis ? Cassis, pardon. Ah oui, attends. Je sais pas, moi, je connais pas le Sud. On dit Cassis. Non, c'est une honte. Tu sais que je suis allé à Marseille une fois dans ma vie. Et encore, j'y suis passé. C'est-à-dire que... T'es allé au Mama Shelter et hop. Pardon ? T'es parti faire un saut au Mama Shelter et t'es reparti. Même pas, je n'ose te dire où j'allais. J'ai été entraîné pour aller déjeuner dans un 3 étoiles. Enfin bon, un truc, j'allais au Petit Nice. Tu n'as pas vu Marseille? Non, j'ai pas vu Marseille. Et après, on est passé en voiture sur le Vieux-Port et j'ai dit, oh, c'est joli ici. Voilà, c'est vraiment le touriste à la con, quoi. Mais c'est un accident de l'histoire. Hein. Voilà, j'y retournerai un jour. Enfin bref, donc ils ont fait Stuttgart-Cassis avec la Vision EQXX sans recharge. C'est-à-dire que ça fait quelle distance? Ils ont fait 11h30 de route, ce qui fait, ça fait 1008 km. C'est un tour de force. C'est un tour de force. Alors évidemment, parce que c'est drôle parce que l'information a pas fuité, mais est sortie par vagues successives. D'abord, on a eu Mercedes a fait plus de 1000 km sur une recharge, tout ça. Évidemment, tous les esprits avisés ou chagrins disent bah ouais, mais elle fait quelle taille la batterie? Elle fait 100 kW. 100 kWh. C'est bien. Non, 1000 km sur une charge sur une batterie de 100 kWh, ce qui est schématiquement... l'essentiel des voitures que tu achètes aujourd'hui ont des batteries qui vont être entre 40 et 60, 65 kWh. Il y a plus, hein, mais c'est plus cher. Donc 100, c'est beaucoup, mais c'est pas délirant. C'est pas... voilà. C'est chouette. Et on oublie d'ailleurs, quand ils sont arrivés, il leur restait 15% de batterie. Ah oui, c'est très très chouette alors. Ça donne une efficacité énergétique, c'est-à-dire une consommation. C'est amusant, on commence vraiment, c'est comme si on découvrait la consommation de litres au 100. Avant, c'était pas une question qu'on posait. Et au fait, ta voiture, elle consomme combien? Non, c'était elle est électrique. Ah d'accord, alors c'est un peu magique. Oui, c'est magique, mais ça consomme quand même 8,7 kWh au 100 km. Et là... Tesla. Pardon?
C'est 2 fois moins que Tesla, quoi. C'est un peu moins que 2 fois moins. Du coup, moi, je suis allé voir dans ma voiture, dans ma Tesla, parce que j'ai laissé le compteur de consommation tourner depuis le début. Donc là, à 25 000 km, en moyenne, je suis à 14 kWh au 100. Donc tout compris, route, autoroute, périph', c'est beau, hein, c'est super 14, hein, vraiment. Je suis assez impressionné. Mais c'est pas. Mais la Vision, c'est un peu plus gros que ta Model 3 ? Alors, non, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut poser les choses. D'abord, on est en train de comparer un proto, un concept à une voiture de série. Oui, ça c'est sûr. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire que ce truc a été fait pour ça, en fait, dans l'ensemble. Il y a plein de choses que Mercedes semble avoir inventées et qui lui donnent pas mal d'avantages à la voiture, alors sur l'aérodynamique, sur tout ça, mais j'ai pas vu les specs complètes de la voiture, mais j'ai l'impression que par exemple qu'elle est entièrement en carbone. Enfin voilà, ils se sont mis dans les conditions du succès, tu vois ce que je veux dire. Je dis pas que c'est de la triche, hein, je dis que voilà, moi j'aimerais bien à ce moment-là qu'on me dise combien coûte cette voiture, enfin combien elle pourrait coûter, voilà. Combien elle pourrait coûter, parce que faut comparer des choses. Ah oui, j'oubliais un truc, c'est évidemment la deuxième question après la taille de la batterie. On s'est tous dit, non mais attends, bien sûr, mais il roulait à combien ? Parce que s'il roule à 40, moi aussi je peux le faire. Tu vois, non, en fait, ils ont fait tout le trajet à 100. Enfin, pas à moins de 100, je crois. Ouais, un peu plus que 100. Ouais, c'est ça, minimum, un peu plus de 100 km/h, tout ça. Non, très impressionnant. Là, j'avoue, 1000 bornes sur une recharge. Oh, c'est dommage, on va plus avoir des gens qui disent, non mais attends, et moi, si je veux aller à Milan, là, demain matin, je fais comment ? Voilà, alors là, tu achètes ta Mercedes et voilà. Et moi qui vais voir ma grand-mère à Lisbonne une fois par an, je fais quoi ? Enfin, tu vois, voilà. Donc maintenant, tu pourras leur dire, t'as qu'à acheter une Mercedes EQXX, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, c'est intéressant. Après, il faut confronter les choses à une réalité plus prosaïque, hein, parce que dans le même temps, Mercedes a sorti plein de voitures tout à fait intéressantes. Je lisais chez Frandroid, ils ont fait un comparatif d'une Mercedes face à une autre Mercedes. La EQB face à la EQA, la EQA à la EQB, qui sont en fait deux SUV, l'un un peu plus gros que l'autre, etc. Et je disais, tiens, c'est intéressant. Et donc, des voitures du monde réel, ça consomme combien chez Mercedes ? Et alors, ils affichent, si mes souvenirs sont bons, je sais plus sur quel modèle des deux, une consommation à 17,7 kWh au 100 km. Ah oui, c'est plus 8,7. Hein. Bon, c'est le double, d'accord. Et encore, le ou la journaliste qui a fait le test, dont il serait sympa que je puisse le ou la citer, ne serait-ce que, voilà, en pure confraternité. Ah bah c'est Bob Jouy, bien sûr. Ah oui, lui c'est un garçon spécialisé dans la voiture électrique, donc on va pas lui faire de procès en incompétence. Il a fait le test et il a dit oui, bon, ils affichent 17,7 kWh au 100 de consommation. En vrai, en pratique, on tourne plutôt aux alentours de 22 ou 23, quelque chose comme ça. Ah ouais, on s'éloigne encore de 8,7, clairement. Donc voilà. Bon, et moi je sais très bien, hein, j'ai pas de souci avec ça, mais tout ce qui permet d'avancer est bon à prendre. On se parlait il y a 8 mois, 9 mois, souviens-toi, 1 an même, de la Renault-Lution. Ah oui, il y a une bonne année même de la Renault-Lution, c'est-à-dire de Renault qui annonçait sa révolution électrique. On reviendra un jour sur le fait que tous ces constructeurs, j'ai l'impression, créent des entreprises à côté pour mettre tous leurs modèles électriques. En laissant... Enfin, je sais pas s'il n'y a pas une volonté enfin, pas une volonté, mais ils font le constat que leur activité existante, ça va pas le faire. Et donc, ils préfèrent, ne serait-ce que pour la bourse, placer l'innovation d'un côté et le passif de l'autre. Mais la grande annonce de Renault à l'époque, c'était que ça y est, la Renault 5 allait revenir comme une voiture électrique. Et ça, alors là, on l'attend parce que la Renault 5, toute ma jeunesse. C'était ma première voiture, la Renault 5. Oui, c'était ma première voiture. Non, c'était une Renault 5 ou c'était une Clio. Je ne sais, non, si, c'était une Renault 5 automatique. Oh, c'était une bouse, mon Dieu. Automatique. Automatique. Alors ça, c'était presque une condamnation à mort, ce truc. On me l'avait donné, c'est à dire la valeur de la voiture. Elle avait très peu de défauts, hein, dans l'ensemble. Elle n'avait pas la jauge à essence, n'a jamais marché.
Donc j'étais forcé de rouler avec un jerrycan d'essence dans le coffre. Mais voilà, la Renault 5 ne sera plus longtemps la seule au grand rayon de la nostalgie, et non, car voici arrivé le retour de la revanche de la Peugeot 104. La Peugeot i104. T'es sûr de toi, parce que est-ce qu'elle n'est pas vouée à rester un modèle un peu genre une espèce de concept, de fantasme, de concept, parce que de ce que je lisais, il y aurait une pétition, peut-être quelque chose comme ça, mais franchement la voiture elle a une gueule, j'adore, je suis ultra fan de la i104. Ah oui, alors ça c'est juste l'idée que l'interprétation qu'on a eue, l'Argus qui a fait un papier sur la question et qui a demandé à un graphiste d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler une 104 électrique. J'aime ce graphiste. Le papier est intitulé Peugeot i104, donc E-104. Voici la rivale virtuelle de la Renault 5 prototype. Comme ça, vous verrez de quoi on veut vous parler. Mais c'est pas mal parce que je trouve qu'il l'a imaginé sans partir en sucette, quoi. Il est pas. Il reste complètement dans les clous. Il est resté complètement dans l'esprit de la 104. Qu'est-ce qui te fait dire que cette voiture va rester virtuelle ? Parce qu'il disait aussi que du côté de la marque du Lion, aucun retour d'une Peugeot 104 ne se profile dans la gamme, d'autant que la 108 a quitté la chaîne de prod. Ah mais oui, t'as raison, j'avais pas lu le papier jusqu'au bout, mon Dieu. La nostalgie ne fait pas partie de la politique maison. La honte. Ah mais moi j'adore, hein, franchement. Non mais à un moment, tu vois, Mini nous a fait la Mini Cooper SE, la Fiat 500 électrique est d'enfer. Enfin, je veux dire, la nostalgie, c'est un truc qui vend. Alors, c'est vrai. Est-ce que la 104, dis-moi, vas-y. Est-ce que la 104 est le bon véhicule pour ça ? Parce que tu vois, la grande nostalgie de la 104. Bof. À la limite, refaisons la 205 GTI, tu vois ce que je veux dire, mais ah ouais, voilà, ouais, tu fais ça. Mais par contre, non, parce que pour faire ça, il faudrait que tu aies vraiment une techno de fou, tu vois, parce qu'une 205 GTI, mais avec une technologie de batterie française de chez Peugeot, je suis pas certain que ça puisse, tu vois, genre faire un truc de fou, quoi. Non, mais c'est que, attends, entre Peugeot et Citroën, t'as quand même un nombre de voitures presque iconiques que tu pourrais refaire, tu vois. Ah, mais je suis complètement d'accord. Après, en termes de positionnement stratégique, je sais pas si la 104 serait vraiment le super. Mais tu vois, pour Renault qui fait ça. C'est vrai qu'ils auraient plus vite fait de réimaginer la 2 chevaux, tu vois. Ça, c'est sûr. T'imagines une 2 chevaux électrique. Mais ce serait évidemment pas la même. Ils feront jamais la même suspension, ils feront jamais le même truc. Mais le grand plancher plat et tout, non, ils pourraient faire des choses absolument formidables. Écoute, je suis ravi à ce moment-là. Voilà, félicitations à l'Argus qui essaie de souffler des choses à l'oreille de Peugeot en disant, regardez. Ouais, ils se sont fait un petit contest dans leur tête et ils essayent de pousser un petit peu le truc, d'influencer un petit peu le cours des choses. Bon, ils ont un peu, du coup, je leur en veux un peu parce que de fait, j'avais pas regardé au bout des photos après machin, et à la fin du truc où ils disent oui, en fait, non, c'est des conneries. Mais non, moi, je vote pour. Ah, moi aussi, à fond. Je trouve qu'elle est ultra stylée. Mais, ou alors, qu'ils refassent de fait le J7, la fourgonnette. Oh là là, c'est légendaire, ça. C'est ça, où on remonte chez Citroën et on refait le tubache, mais directement en électrique, le panier à salade original. Bon, donc retenez pas trop votre respiration sur la i104, apparemment, ça ne fait fantasmer que nous. Je lisais un papier intéressant chez nos confrères de La Première, c'est France TV Info, avant on appelait ça RFO, La Première Guadeloupe, qui justement dit l'avenir de l'automobile en Guadeloupe est électrique, mais il est encore balbutiant. En gros, ils expliquent que oui, les nouvelles immatriculations d'électrique ont bondi de 343% en 2 ans. Mais 343%, ça veut dire qu'il y a eu 124 immatriculations en 2019 et 549 en 2021. C'est pas mal, mais c'est pas dingue, tu vois. Ouais. Et du coup, ils remettent sur le tapis plein de choses qu'on connaît déjà en métropole, sur oui, mais il n'y a pas assez de bornes. Alors évidemment, mais il y a aussi plus d'habitats individuels, donc c'est plus facile de recharger. Mais du coup, ça pose la question aussi du bilan CO2 de l'électricité utilisée en Guadeloupe. Bref, en 2030, ils estiment qu'il y aura 500 bornes en accès libre en Guadeloupe. Et ça m'a renvoyé à ce qu'on se racontait la dernière fois sur la Réunion. Enfin, en tout cas, sur toute
ces îles où ce serait presque tellement logique de tout passer à l'électrique maintenant, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens de faire venir des tankers avec un bilan CO2 absolument catastrophique pour des voitures qui n'ont pas besoin d'avoir une autonomie pour faire justement Silderingen jusqu'à Cassis. Ouais, voilà. Mais comme tu disais, les 500 voitures, c'est vrai. Alors, moi, j'ai un chiffre de 2011 avec un parc automobile en Guadeloupe à 150 000 véhicules. Donc, ça date, hein, d'ici. Il y a 10 ans. Après, je sais pas si ça a changé du tout au tout. Je pense pas quand même. Ça nous fait 0,01% du parc en vente électrique. C'est pas dingue. Non. Et du coup, ils font de la pédagogie en disant, vous savez, quand même, c'est une grosse économie. Vous avez vu le prix du carburant? Bah oui. Je te raconte pas ma life. Je vais faire le jingle. Je te raconte pas ma life. En fait, si. Je me suis fait couper les cheveux aujourd'hui et j'avais pas le temps, donc j'ai commandé sur une application pour qu'un coiffeur, une coiffeuse, n'importe qui vienne me couper les tifs au bureau. Et c'était une coiffeuse et on s'est parlé, je sais pas pourquoi, on a fini par se parler de voiture et elle m'a dit, oh là là, c'est dur en ce moment. 300 à 400 euros de diesel par mois. Oh waouh! Je dis, mais vous vous rendez compte que 300 à 400 euros, pour ce prix-là, vous financez une voiture électrique? Ah bon? Et donc, je lui ai tout expliqué. Donc ça BNP, il y a un prêt à 1%, vous allez voir. Ouais, je lui ai expliqué le prêt à 1%, le fait que si c'est une voiture de société, elle a pas la taxe machin, la truc, etc. Que au quotidien, ça va lui coûter beaucoup moins cher en termes de consommation, mais que bon, il faut quand même gérer la recharge. Alors bon, ça dépend, elle est quoi? Dans un immeuble? Ah oui, alors, enfin, bref, vous êtes où? À Asnières. Ah mais regardez, il y a plein de chargeurs là. Enfin bref. Donc elle est en train de faire l'équation, je pense, avec son comptable en disant, mais qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors les indemnités kilométriques, mais c'est très intéressant, et la déduction de machin. Donc je pense que j'ai vendu une voiture là aujourd'hui. Mais surtout, elle disait, ouais, mais j'ai peut-être pas le budget pour en acheter une neuve, comment faire? Donc, bougez pas, regardez madame, regardons en ligne alors, voilà, regardez. Allez en Hollande. Et c'est là que tu trouves par exemple des Zoé en ce moment, qui ont 2 ans, 20 à 30 000 kilomètres, une vraie batterie, c'est-à-dire une 60, je sais plus combien, enfin une vraie batterie, pour 12 000 euros. Là-dessus, tu peux en retirer 1000 de bonus écologique. Je ne parle même pas de prime à la conversion. Et tout à coup, t'as un truc, enfin, c'est un foot de guerre, quoi. Enfin, tu vois, comme voiture du quotidien, dans l'ensemble, 90% des gens n'ont pas besoin de plus que ça. Et là, tu l'as pas payé cher à l'achat, tu peux quand même la financer avec un crédit à 3 francs 6 sous, enfin, avec très peu d'intérêt. Tiens, avec le prêt à taux zéro dont je te parlais tout à l'heure, t'imagines, voilà. Après, par contre, faut être franc qu'on voit pas non plus beaucoup de Zoé sur l'autoroute, quand même. Sur l'autoroute, assez peu, disons-le. Oui. Non, mais c'est une voiture du quotidien. Je dis pas une citadine, parce qu'une citadine, ce serait limitatif. Une Zoé, moi, je connais des gens qui y vont en week-end, en Normandie, tous les week-ends avec leur Zoé. Voilà. Celle avec la grosse batterie, tu peux commencer à faire de la route, quoi. Mais surtout, elle accepte les superchargeurs ou pas? Enfin, je veux dire alors, c'est là où il faut faire attention selon le modèle, l'année, le truc. Il y en a qui ont la charge rapide et d'autres non. Et tu peux faire un truc là-dessus. Tu peux faire une espèce de, je sais plus qu'on appelle ça là, pour mettre un nouveau combo et la rendre compatible. Ah oui, en plus tu dois pouvoir faire un peu de rétro-compatibilité. Voilà. On ira peut-être s'apesantir un peu sur ce sujet-là pour essayer de faire l'arithmétique du truc, pour que la prochaine fois que quelqu'un vous dit ah non mais l'électrique, je charge pas, c'est trop cher, j'ai pas les moyens, vous pouvez lui dire je sais pas, elle te coûte combien là, tu vois ton allemande machin, ah bah elle me coûte avec l'essence 350 par mois. Ah bon, pour ce prix-là, tu pourrais avoir 2 Zoé. Assurance comprise. Non, j'exagère peut-être un peu, mais je pense que là, on tombe dans une arithmétique où, si le frein à l'achat du prix n'existe plus, c'est pas le frein à l'achat du prix de l'entretien ou du prix de la consommation énergétique. Même s'il y a des choses qui demandent encore... Les gens sont pas bêtes non plus, et en effet, ils savent déjà ce truc-là. Et en effet, t'as raison. Quand tu retires. Non, je suis pas d'accord. Non. Ah non, mais combien de fois je l'explique? Mais moi, on me dit non, mais électrique, non, mais c'est trop cher même. Et puis après, ça coûte combien? Et quand je leur dis ce que ça coûte réellement, c'est vraiment juste, voilà, le prix du kilowattheure, c'est tant. Tu recharges de temps pour faire telle distance. Et là, ils font la règle de 3. Là, normalement, ils se mettent à poser d'autres questions. En disant, ah oui, mais attends, mais genre où est le truc? Mais non, il n'y a pas de truc. Le truc, c'est est-ce que tu as accès à une prise?
Ça, c'est vrai que c'est un truc. Si t'as pas accès à une prise, ta vie est quand même très compliquée. Ouais, ça, c'est sûr. Mais et on n'a pas encore un vrai droit à la prise. Ma coiffeuse, par exemple, du jour, disait bah oui, mais je suis locataire, donc je peux pas tordre le bras du propriétaire. Mets-moi une prise maintenant. Non, ça marche pas comme ça. Mais je pense que là encore, la barrière du prix, mais il faut aussi que le marché de l'occasion se développe, tout ça. Parmi les choses auxquelles on aurait envie de croire, on se disait, bah oui, mais justement, si tu habites sur une des îles, hein, une de nos régions, une de nos dom-toms, de nos départements et territoires d'outre-mer, où le soleil brille toute l'année, c'est-à-dire les Antilles, la Réunion, etc. En plus, tu mets des panneaux solaires et là, d'un coup, tu recharges ta voiture pour rien. Et si tu mettais tes panneaux solaires sur la voiture directement. C'est l'idée de Lightyear, la Lightyear One. C'est un truc que moi je vois apparaître assez régulièrement comme une pub Facebook, si mes souvenirs sont bons, ce qui est pas forcément bon signe. Hein, parce que mes pubs Facebook, vu que j'ai désactivé pas mal de trucs sur le ciblage, je me retrouve avec des pubs qui doivent être des pubs pas vendues très cher, un peu comme sur YouTube. Dès que tu désactives le ciblage, tu te retrouves avec, on va se dire les choses, que de la merde. Enfin, tu vois, des mecs qui te vendent des méthodes pour faire des fortunes dans l'immobilier, tout ça. Oui, ils ont l'air sympathiques, hein, je veux dire, dans l'ensemble. Et ils disent, attends, je n'ai besoin que de 30 secondes de ton temps. Oui, mais non. Merci. Et donc, je tombe sur ces pubs pour la Lightyear One, qu'on te décrit comme étant une voiture qui n'a pas besoin d'être rechargée, parce qu'elle se recharge avec le soleil. Écoute, on va faire un peu d'ASMR. Ça, c'est le bruit de Cédric en train de se gratter la tête. Une voiture qui n'a vraiment... Et eux te disent, ouais, en se chargeant dans de bonnes conditions, on peut faire 70 km par jour sans brancher la voiture pour la recharger. 70 km par jour, avec 2-3 dans ma tête, une dizaine de kilowatts, oui, c'est... Bon, et puis ils te montrent la vidéo, justement, où ils ont fait 710 km sur une seule recharge. Ah, il y a quand même une batterie dans cette voiture. Bah oui, évidemment. Donc, pas mal. Et je sais pas, j'oscille entre... Enfin, qui sont ces gens? D'où sortent-ils? Ils ont l'air d'avoir du pédigré. Ils ont l'air de pas sortir de nulle part. Ils ont ce qu'ils appellent des ambassadeurs, qui sont des gens connus, des patrons d'entreprises, de machin, de là. Bon, mais c'est là où le site va pas jusqu'au bout, parce qu'on te dit, voilà, réserve ta voiture. Donc, je clique sur réserve. Très bien. Et là, on te dit, est-ce que vous voulez investir dans Lightyear? Non, je voudrais juste la précommander. Et c'est combien? On ne sait pas. Il faut cliquer sur recevez plus d'informations. Bon, et là, je suis pas allé plus loin. Donc, j'ai envie d'y croire, mais une voiture qui, juste avec 5 mètres carrés de panneaux solaires dessus, elle est jolie, hein, on dirait, là encore, un coupé extrêmement aérodynamique. Ouais. Je serais curieux de l'essayer, mais j'ai envie d'y croire, mais j'ai un petit peu de mal. Je sais pas. Ou alors, il manque un truc, tu vois, dans l'équation, il manque le moment où on va nous donner le prix, et où on va dire, 180 000 €. Ah, d'accord. Oui, disons que ça sent encore le carbone, ça sent encore, tu vois, genre des... Et puis c'est vrai que le fait inaccessible. Le fait que le prix ne soit affiché nulle part. Alors, c'est là que tu vois que j'ai même jamais fait Lightyear. Ah, ça y est, j'ai le prix. Eh ben, tu vois, je vais pas me vanter, hein. 170 000 $. Pas mal. T'étais pas loin. Ah, j'étais pas loin. 149 000 €. TVA comprise, monsieur. Ah bon, ça va, alors voilà ma carte. De Lightyear One, blablabla. Ils ont annoncé 149 000 $. Et là, ils annoncent... Ah oui, ils annoncent que leur voiture suivante... Ah, mais ils nous font un Elon Musk, là. Celle-là, c'est très cher. Ça date de décembre 2021. Comment c'est possible qu'on a raté ça? Attends, le Lightyear One... Lightyear 2, la voiture solaire au prix d'une Zoé pour 2025. Oui, alors voilà, mais je signale que la Lightyear One, ils la vendent pas encore. Donc avant de faire la 2, ils vont commencer par faire la 1. C'est pour ça qu'ils font une Musk. C'est ça, ils font une Musk. C'est-à-dire qu'ils te vendent un truc vachement chouette et très cher pour espérer financer la suite. Mais je pense que là, Musk pourrait leur dire, je vous préviens, vous allez prendre cher.
Le passage de l'un à l'autre est extrêmement douloureux. Et là, toutes les images qu'on voit, c'est la Lightyear 1 et pas la Lightyear 2. Mais bonne chance à eux. Hein. Moi, j'ai envie que ça marche. Bon, je suis rassuré parce que ça veut dire que c'est donc pas une pure escroquerie. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ils ont l'air plutôt sérieux, mais ils arrivent quand même sur un marché où il y a beaucoup de monde. Et ils vont faire comme les autres, ils vont s'allier avec une boîte déjà existante et puis ils vont faire des cost cuts. C'est-à-dire? Ils vont faire un partenariat, je sais pas, avec une boîte de voitures existantes pour bénéficier des infrastructures que cette société partenaire aura à mettre à leur disposition. Du coup, ils sont pas obligés de partir de zéro. Tu veux dire retrouver quelqu'un qui va faire de l'assemblage pour eux, qui va tout ça, etc. Ouais, le roadster au départ, c'était une Lotus, tu vois. C'était inspiré d'une Lotus. J'ai entendu une interview passionnante d'un type qui a un garage à Phoenix, dans l'Arizona. Et eux, ils retapent des Tesla de toute première génération, donc le premier Roadster, ce que Tesla fait plus vraiment, parce qu'il manque de pièces, en fait. Ouais. Et ils racontaient l'histoire la plus terrible. C'est le jour où le garage a brûlé. En portant avec lui, je crois, 60 voitures. Oh là 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 là. Et t'imagines, c'est presque une relique cette voiture maintenant. Enfin, une relique, c'est pas une Ford T, hein, mais pour les possesseurs qui avaient payé plus de $100 000 à l'époque, etc. C'est voilà. Et il raconte comment il a décroché son téléphone pour appeler chaque propriétaire pour leur dire: je suis désolé, mais votre voiture a cramé. Voilà. Et il expliquait ça comme le truc le plus pénible qu'il avait eu à faire de sa vie, quoi. Je peux comprendre, hein, parce que c'est voilà. Bon, Thomas, je te laisse quelques minutes pour aller prendre une pause pendant que nous traversons l'Atlantique pour partir aux Amériques et rejoindre mon camarade et ami Martin Archambault. Bonjour Martin. Bonjour, vous autres, comment ça va de votre côté de l'Atlantique? Ça va remarquablement bien. Martin Archambault qui présente, vous le savez, le podcast Silence on roule que je vous conseille d'aller écouter et qui nous résume une fois de temps en temps l'actualité du côté de l'Amérique du Nord. Quoi de neuf chez vous? Écoute, plusieurs choses. On est dans une période, je te dirais, une période très fébrile pour plein de raisons. On sort tout juste du Salon du véhicule électrique de Montréal, qui était le week-end dernier. D'année en année, la croissance est observable et évidemment, c'est quantifiable facilement. On connaît le nombre d'admissions. Et c'est rendu maintenant, le salon a lieu au Stade olympique de Montréal, qui a été connu en 1976 pour les Jeux olympiques, donc qui est un immense amphithéâtre qui a été conçu là, pour les Olympiques. Donc, dans cet immense amphithéâtre avait lieu le Salon du véhicule électrique de Montréal. Plusieurs constatations cette année, et j'essaie de vous les résumer en bloc, c'est-à-dire que augmentation de la clientèle, c'est indéniable, et des essais routiers, donc beaucoup d'essais routiers. C'est nos amis de l'Association des véhicules électriques du Québec qui prennent en charge la logistique et l'exécution des essais routiers de tous les véhicules présents pour les essais. C'était plein. 551 essais routiers ont été faits seulement le vendredi, plus de 600 le samedi, plus de 600 le dimanche. Donc, 1700 quelques essais routiers là, pour le week-end. Donc, c'est un record. Et du côté des admissions, même constatation. Donc, ça a été record. Presque 45 000 personnes se sont déplacées pour aller voir les véhicules au Stade olympique. Ah oui, l'intérêt est réel. L'intérêt est là. Bon, ici comme ailleurs, le prix de l'essence a augmenté en flèche dans les derniers mois. Évidemment, ça met une pression supplémentaire. Et ce qu'on remarque, et c'est frappant du moins chez nous, d'année en année, on se disait toujours la même chose. Remarques-tu que les gens qui viennent s'informer sur les véhicules électriques sont plus informés que les autres années. Hein? Les gens en entendent parler, il y a plus de sources d'informations. Avant, les gens connaissaient que dalle des voitures. Bien sûr. Et puis, ils ont peut-être aussi plus de chances d'avoir un ami, un voisin, un confrère, un cousin qui les a mis au volant de la sienne et ils ont fait « Ah, mais en fait, ça fonctionne. » Donc, et ça dans les 2 dernières années... Oui, c'est ça. Dans les 2 dernières années, les questions étaient rendues très pointues. En fait, les gens venaient plus s'informer sur les véhicules. Ils venaient plutôt valider quelques petites informations pointues pour faire le choix final. Bien sûr. Bon. Cette année, grande surprise, nous reculons de 4 ou 5 ans, c'est-à-dire que les gens arrivaient là et ne connaissaient rien des véhicules électriques. Et moi, je fais la constatation, j'étais là à un kiosque et puis à discuter avec les autres exposants, même constatation de leur part. Notre analyse qui vaut ce qu'elle vaut, mais quand même, c'est que
on a vraiment l'impression, et on le voit aussi par le type de clientèle, qu'on a changé de couche de clients. C'est-à-dire que les gens convaincus, ça fait longtemps qu'ils ont leur voiture électrique. Oui. Les gens sensibles à la cause dans les 2-3 dernières années, ils ont acquis ou encore sont allés chercher l'information dont ils avaient besoin. Et là, le prix de l'essence nous amène dans une couche de gens qui ont toujours dit « Oh, c'est pas pour moi » et qui là... Donc, c'est dit pendant des années, ce n'est pas pour moi. Ces gens-là se sont pas renseignés, ont fait aucune lecture, n'ont pas posé de questions. À la limite, si on leur en parlait, « Ah, parle-moi pas de ta machine électrique, ça ne m'intéresse pas. » Et là, maintenant, ces gens-là se disent « Ouais, ben, au prix que c'est rendu, je pense que je vais commencer à le considérer. » Et là, retour dans le passé, on est 5 ou 6 ans en arrière, les gens n'ont aucune idée comment on recharge une voiture, ne savent même pas qu'il y a des bornes publiques. On reprend de zéro. On reprend de zéro. Constatation qui, à premier abord, peut paraître décourageante, mais quand on y pense bien, là, on touche le noyau de ceux qu'il fallait aller chercher. Les convaincus, c'est facile. Les non-convaincus, c'est toujours un petit peu plus laborieux. Et là, on commence on touche la portefeuille des gens. Et là, on commence à prêcher hors de la paroisse. Tout à fait. Et donc, ça donne un engouement nouveau. On a une clientèle tout à fait nouvelle qui s'est déplacée. C'est une bonne chose, mais beaucoup d'éducation encore à faire, beaucoup d'informations à donner. Je dirais qu'une différence, c'est que maintenant, on explique à des gens qui ne connaissent pas ça, mais ce qu'on leur donne comme caractéristique de véhicule, comme possibilité, c'est beaucoup plus sexy qu'il y a 7 ans, 8 ans, quand on disait aux gens, 120 km, le vent dans le dos. Hein, c'était autre chose. Là, maintenant, on leur parle de bagnoles qui ont 450 km d'autonomie. Ça n'a rien à voir. On a sur le plancher des dizaines et des dizaines de modèles, tous disponibles théoriquement. Mais très peu de disponibles pratiquement, parce qu'ici, c'est l'autre gros constat du salon, mon cher ami, l'indisponibilité chronique et généralisée des véhicules chez les concessionnaires. La moyenne, on estime que la moyenne pour prendre possession d'un véhicule électrique commandé aujourd'hui est de 18 à 24 mois au Québec. Certains modèles comme les toutes nouvelles Mercedes, on nous parle de 36 mois. Pour 36 mois. On a le temps de s'acheter une autre bagnole, la rouler pendant 3 ans, la revendre avant de prendre possession de notre véhicule. Ça fait donc beaucoup de gens qui se retournent vers une plus petite voiture électrique usagée pour patienter le temps que notre belle voiture neuve soit disponible. Donc, énormément de demandes dans l'usager. Le prix de l'usager augmente évidemment proportionnellement. On est dans une belle situation ici à Montréal. J'annonçais dans le sommaire une info assez surprenante sur la côte ouest du Canada. C'est quoi? C'est Vancouver qui a envie de tordre un peu le bras des stations-service pour qu'elles installent des bornes de recharge? Oui, tout à fait, parce que le constat, c'est que seulement 2 des 66 stations-service de Vancouver offrent des bornes de recharge pour véhicules électriques. Et on sait que la Colombie-Britannique, après le Québec, est la province canadienne où il y a le plus de véhicules électriques. C'est très populaire là-bas. Mais de toute évidence, ce ne sont pas les pétrolières qui emboîtent le pas pour installer les bornes. Ce sont d'autres entreprises, des réseaux privés ou des dépanneurs ou des chaînes de restauration rapide, des trucs comme ça. Et avec seulement 2 sur 66, le gouvernement local trouve que c'est peu. Et on est dans un endroit du Canada où la proportion des gens qui vivent en multilogement sans accès à la prise est très élevée. Donc, la dépendance à la recharge publique et accessible est d'autant plus un frein dans ces endroits-là. Donc, on veut tordre la vis et on parle, évidemment, on est encore à l'état des pourparlers, là, il n'y a rien qui est en application, mais la proposition de la mairie propose de facturer 10 000 $ par année aux stations-service et au centre, et ça s'appliquerait également là, aux parkings commerciaux qui n'auraient pas de borne de recharge électrique. Donc, en gros, ce qu'on vous dit, c'est si vous avez une station-service ou un parking que vous louez, là, soit la journée ou à l'heure, vous devez penser installer des bornes de recharge. Ça se veut un incitatif et les coûts, évidemment, on veut également augmenter les coûts d'exploitation des sites qui n'auront pas de bornes. Donc, on augmente par tous les... Et on balise, hein, on va même dire que les stations-service seraient tenues de fournir au moins 50 kWh de puissance de recharge, alors que les stationnements sur rue devraient fournir au moins 26,6 kW. J'imagine que c'est plusieurs bornes de recharge niveau 2. Donc, on a une quantité d'énergie disponible. Donc, ça semble
quand même réfléchi. Hein? Il commence à y avoir des balises. Reste à voir si les fonctionnaires municipaux vont entériner le projet de loi et le mettre en application, mais ça donne quand même un message. Ça sonne un petit message. Chez nous, c'est intéressant parce qu'on voit maintenant de manière presque organique des stations qui rajoutent des bornes de recharge, très bien, avec des mutations plus profondes parce que chez nous, le grand pétrolier, c'est Total. Et Total s'est renommé en Total Énergie au pluriel. Parce qu'évidemment, je pense qu'ils ont senti que la transition arrivait. Et pareil sur les autoroutes, enfin ça y est, on commence à voir même sur les grands panneaux qui t'annoncent la prochaine station-service, il y a des petits panonceaux pour montrer qu'il y a de la recharge électrique. Donc, on manie plutôt la carotte que le bâton pour l'instant. Et puis, on essaye, j'imagine, de modéliser comment est-ce qu'il y a un modèle économique pour eux à passer un peu de leur surface à la recharge électrique. Merci infiniment, Martin. On en a beaucoup appris aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir et au plaisir de se reparler, mon cher ami. On retrouve Martin Archambault dans son podcast Silence, on roule. Et nous, on se retrouve dans un mois environ. Oui, on se retrouve effectivement dans un mois. Ça me fera toujours plaisir, mon cher ami. À très bientôt, Martin. Merci. Merci, au revoir. Dans la série des choses à écouter, comment s'appelle ce podcast américain Business Wars. Tout le monde connaît Business Wars. Les guerres des business, comme ça existe en français. Il y a un Business Wars qui est en train de passer en ce moment. Vous avez sur votre plateforme de podcast préférée. Je ne vais pas vous aider à aller chercher d'autres podcasts, quoique si. Et c'est Business Wars sur Tesla contre Detroit, contre les géants de l'automobile américaine. Et c'est pas inintéressant. C'est parce que c'est là qu'on voit que tu vois les gens qui disent ouais mais Musk ça a été facile pour lui. Non, tu comprends rien. Je pense que non, c'est pas tu comprends rien, c'est il te manque quelques informations. C'est tu as zappé quelques épisodes et on savait que créer un nouveau constructeur automobile c'était pas évident. Moi il y avait des trucs sur lesquels il y a des trucs que je savais pas. Donc allez écouter Business Wars, c'est intéressant sur l'histoire de Tesla et en plus ça vous tirera au clair les trucs que vous lisez en ligne sur mais il est pas vraiment fondateur de Tesla. Oh, oui, enfin il est arrivé, les statuts étaient pas encore secs hein, mais c'est intéressant, je vous conseille d'aller l'écouter. Bon, si on attend des voitures 100% solaires, c'est parce que les alternatives sont jusque-là pas très séduisantes. Vous connaissiez, Thomas, tu connais mon peu d'appétit pour les voitures à hydrogène. Je dis pas qu'il n'y a pas de place pour l'hydrogène nulle part, mais la voiture à hydrogène jusque-là, j'y crois pas. Aujourd'hui, c'est-à-dire que parce que tout le monde te dit l'hydrogène vert, comme si c'était un seul mot, hydrogène vert. Oui, enfin l'hydrogène vert, il n'existe pas pour l'instant. L'hydrogène vert, c'est le problème. L'hydrogène, tu vois, produit par électrolyse, en gros, de l'eau. Et pas par comment ça thermoformage non reformage du méthane. Voilà. Exactement. Donc le truc là c'est oui, là, tu peux oublier le climat avec ça. Voilà, c'est propre, tu vois, c'est pompe à chaleur contre barbecue quoi dans l'ensemble. Et aujourd'hui, l'essentiel de l'hydrogène qu'on fait, c'est par reformage du méthane, tout ça. Mais bon, et on a besoin d'hydrogène, donc on le produit comme on peut. Demain, évidemment, on pourra le faire par électrolyse, mais ça consomme énormément d'électricité. Et il y a toujours un petit côté optimiste quand on dit non, mais c'est pas grave, on utilisera l'électricité surnuméraire produite par le solaire et l'éolien. Oui, alors, comme en témoigne votre facture d'électricité, d'ailleurs comme elle n'en témoigne pas aujourd'hui parce que le gouvernement, dans sa sagesse, parce que si les élections arrivaient, a plafonné le prix de l'électricité, on sent bien qu'on n'est pas sur un marché où tout à coup on produit tellement qu'on ne sait plus quoi en faire, faisons de l'hydrogène avec. Bref. D'autant, si je peux préciser, d'autant que le rendement au kilomètre est 3 fois inférieur à celui d'une voiture électrique. Tout est pourri. Je crois que c'est le patron de Toyota qui avait dit ça sert à rien de faire des voitures à pile à combustible parce que l'hydrogène c'est une pile à combustible. Hein. C'est comme c'est une voiture électrique, sauf que au lieu de mettre de l'électricité dans ta batterie, tu as de l'hydrogène qui va transformer l'hydrogène en électricité qui va foutre dans la batterie, enfin dans la pile à combustible. En gros, l'hydrogène c'est une énergie de stockage. Voilà. Et encore, c'est une énergie de stockage
pas terrible, enfin pas terrible, mais quand même avec des limites. C'est un gaz au composé tellement fin qu'il fuit toujours, même dans un. Enfin, il n'y a pas de truc qui soit totalement étanche apparemment à l'hydrogène. Et il fuit pas beaucoup, mais il fuit un peu. Et bon, et puis alors je vous raconte pas le jour où il y a un accident. Oui. Avec des bonbonnes d'hydrogène. Non, là, je pense que tout à coup, l'appétence pour ce genre de choses va tout à coup baisser, mais c'est pas grave. Il y a quand même plein d'usages tout à fait légitimes de l'hydrogène. Et là où ça peut remplacer, tu vois, je sais pas, dans les locomotives diesel, les bateaux de croisière et ce genre de choses, là, ça reste pertinent. Sauf que on a appris dans une étude publiée par le département britannique de l'économie, de l'énergie et de la stratégie industrielle que l'hydrogène est en fait un gaz à effet de serre 2 fois plus puissant qu'on ne le pensait auparavant. Aïe, ça pique. En cas de fuite. En cas de fuite. Oui, tout à fait. Pas à l'usage. J'ai l'étude devant les yeux et l'abstract dit bien en cas de fuite. Donc, minimiser les fuites. Et le problème, c'est que c'est un truc dont la fuite est plutôt la vocation. Tu vois ce que je veux dire? Bon, évidemment, ça reste pour l'instant des trucs relativement mineurs. Après, l'étude est sortie quand même il y a 2 jours, un truc comme ça. Je sais pas si, ça n'a pas été publié dans une revue. Oui, ça demande à être validé. Mais le mec qui a publié l'étude, c'est un type qui a un indice H sur Google Scholar qui est quand même tout à fait pertinent. Hein. Il mérite complètement sa place et il est super crédible. Donc a priori, il n'y a pas de raison de douter de cette étude. Mais c'est sûr que c'est pas publié par l'IHU de Marseille. Donc a priori, déjà. Voilà. Bon, c'est bon déjà. Voilà. Déjà, on peut commencer à la lire. Voilà. Et mais ce que je veux dire, c'est ce que j'entends souvent et je le vois souvent dans des trucs en ligne. C'est drôle. Moi, je vous conseille toujours. Vous voulez rire un peu, essayez de trouver des pubs Porsche ou BMW pour de l'électrique sur Facebook et allez lire les commentaires. Et là, vous comprendrez que c'est très dur pour eux parce que là, vous voyez une marque qui est en train de se débattre face à ses propres fans qui disent jamais, mais ils sont plus trop dans jamais. Ça, jamais, c'était il y a un an. Ça fait penser aux mecs qui brûlaient leur Nike parce que Nike avait sponsorisé un des types qui avait levé le bras ou baissé les genoux. Oui. Donc, du coup, tu avais plein d'Américains qui brûlaient leur Nike, tu vois. En opposition à la marque. Tu vois. D'accord. Et tu sais, c'est un peu les 4 étapes de 4 stages of grief, les 4 étapes du deuil. Tu vois, au début, t'es dans la négation. Non, jamais. Et puis après, t'es dans la colère et le marchandage. Non, mais peut-être que je peux avoir une hybride. et justement, à l'étape du marchandage, t'as aussi non, mais le mieux, c'est d'attendre l'hydrogène. Mais c'est intéressant parce que c'est un truc que certains constructeurs disaient. Moi, je me souviens, je veux pas accabler Stellantis, mais est-ce que c'est Carlos Tavares? Est-ce qu'il disait ça avant d'être je ne sais plus. Mais c'est un truc que j'ai entendu dans la bouche de grands execs de l'industrie automobile. Il y en a qui disaient, alors ça dans le genre, dans le genre l'embrouille totale. Non, mais c'est important d'avoir le bon mix énergétique en automobile. Oui, bien sûr. Et là, tu dis, ça a l'air intéressant. C'est-à-dire que, tu vois, le son, quand tu n'écoutes que le son, ça sonne comme un truc intelligent. Et après, tu dis, mais qu'est-ce qu'on en a branlé du mix énergétique? T'es pas EDF, quoi. Il y en a plein qui disaient, non, mais il faut attendre la maturité de l'hydrogène. Mais c'est pas nouveau, hein. Moi, pendant des années au Japon, je voyais justement des voitures à pile à combustible, à tout ça. Je voyais même la pile à combustible. Je voyais l'hydrogène, mais l'hydrogène, ça fait super longtemps que ça existe. Je voyais même les piles à combustible mises à toutes les sauces. Je me souviens un jour avoir vu Toshiba, à l'époque où ils font encore des PC portables, Toshiba, oui, je crois, je ne sais plus. Pour te dire, je ne sais plus. Et qui faisait la démo de PC portable à pile à combustible. Et c'était génial parce que, t'imagines, ça te donnait une autonomie, mais de la mort qui tue par rapport à une batterie normale. Après, il fallait trouver le moyen de recharger la batterie en hydrogène. Enfin, ta pile à combustible en hydrogène. Donc, ça pouvait poser d'autres soucis. Et puis surtout, là-dessus, sont arrivés, tu sais, le fait que tu pouvais plus emmener des liquides. C'est 2006, c'est ça. Plus de liquide à bord dans les avions. Ah oui, alors donc pour ta pile à combustible à hydrogène. Voilà, forcément, oui. Excusez-moi. Mais c'est quoi, monsieur, là, c'est de l'hydrogène? Oui, alors vous allez prendre cette file-là. Et je pense que voilà, non, laissez-moi le billet d'avion, c'est bon, on n'avait plus besoin. Mais je pense en fait que c'est intéressant d'ailleurs. La discussion va rarement, quand on parle de l'hydrogène, jusqu'à dire, mais au fait, ça consomme combien et ça coûte combien au 100 ?
Et j'ai été sollicité par une boîte qui justement travaille sur l'hydrogène, parce que là encore, je dis pas que ça sert à rien, mais par contre, on sait que ça ne peut pas servir à tout. On va les inviter dans l'émission, qui nous expliquent où ils en sont, de l'hydrogène vert, de ce que ça coûtera, tout ça, parce que pour l'instant, c'est comme dans la vidéo, Kevin, les comptes, ils sont pas bons, quoi, tu vois. Ouais. Si vous êtes homme ou femme de défi, je vous conseille une visite sur le site de l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'environnement et des énergies. Mais ils ont changé le nom sans changer le sigle, donc je suis un peu dans l'embrouille. Qui ont lancé, vous allez sur xd.ademe.fr pour le site de l'extrême défi. En gros, ils veulent repenser des objets roulants. Et là, on n'est plus juste dans l'automobile, on est vraiment dans la nouvelle mobilité. Alors, c'est amusant, ils ont fait une espèce de gif animé qui rassemble plein de trucs. De visionnaires de voitures du futur, du passé. Tu vois, de voitures du futur. Et en gros, ils font un appel au peuple. Devenez acteur du défi. Pour imaginer des voitures qui font 1000 fois mieux, c'est-à-dire des voitures 10 fois moins coûteuses, 10 fois plus durables, 10 fois plus légères, 10 fois plus simples, qui n'aillent pas forcément beaucoup plus vite. Oui. Aussi rapide à l'usage avec une vitesse maxi entre 25 et 80 km/h adaptée au territoire. Et 10 fois moins puissante. Parce que t'es que 2 dedans aussi, hein, avec 100 kg de bagages, ou bien 3 avec un petit sac. C'est ça. Et c'est intéressant. Moi, je trouve ça louable. Bon, évidemment, on va pas faire l'autruche. Il y a plein de gens qui travaillent sur plein de choses, à commencer par les professionnels de l'automobile. Mais c'est une démarche intéressante parce que ça force à reprendre les choses de zéro. Et c'est toujours une bonne idée de reprendre les choses de zéro et pas se dire on a toujours fait comme ça, donc c'est comme ça. Tu vois, alors évidemment, il y a des fois ça marche pas. Moi, j'ai souvenir, c'était c'était quelle voiture ? Cette voiture à 3 roues que des Anglais, attention, que des Anglais avaient fait. Moi, j'en avais vu dans les rues en Angleterre et en Irlande dans les années 80, 90. Le Woody. Non, c'était, je sais plus comment elle s'appelait. C'était une catastrophe. Hein. Elle était pas chère à l'usage. Je crois qu'elle utilisait un moteur de mobilette. Enfin, je vous la fais rapide, mais c'était un peu ça. Par contre, le problème, c'est que là où certains avaient déjà fait des voitures à 3 roues où il y avait une roue à l'arrière, 2 roues à l'avant, qui était souvent d'ailleurs là où se trouvait le moteur. Non, ils avaient fait l'inverse. Ils avaient mis 2 roues à l'arrière, 1 roue à l'avant. La stabilité du truc, il fallait pas la conduire par grand vent, quoi. C'était et donc c'est pas parce qu'une idée nouvelle qu'elle est nécessairement bonne ou mauvaise, mais c'est pas pour ça qu'elle est bonne. Du coup, les gens qui vont prendre part à l'extrême défi peuvent créer leurs équipes, imaginer le truc, faire des rendus en 3D et demander à l'ADEME de les aider à financer la suite ou probablement de les rapprocher d'industriels, enfin, etc. Donc moi j'aime bien l'idée de l'extrême défi, je trouve ça créatif, intéressant. Alors pour l'instant, il y a 158 candidats. Cool. Quand même, 158 candidats. Moi je serais très curieux de voir ce à quoi ils vont arriver. Alors évidemment, il y a des professionnels, il y a des machins, mais surtout ils sont entourés de plein d'acteurs industriels, d'acteurs dans la fabrication, etc., pour arriver à aider ces gens à passer de l'idée au produit, parce qu'on sait que on va arrêter de citer Elon Musk, mais comme dit Musk, faire un prototype c'est facile. Après, faire une voiture, faire un vrai produit, c'est vraiment plus compliqué. Faire les machines qui font la voiture, ouais. Et alors c'est amusant parce que tout ça m'a rappelé une histoire à la fois passionnante et funeste. Au début des années 80, tu ris déjà. Au début des années 80, en Grande-Bretagne, il y avait un homme que toute l'Angleterre connaissait, qui s'appelait Sir Clive Sinclair. Sinclair, c'est bien lui, le Sinclair des pionniers de l'informatique personnelle, qui avait fait ces 2 petits ordinateurs qu'on branchait, je crois, avec une prise même pas Péritel, à son téléviseur, le ZX80 et le ZX81 avec son clavier tactile. Enfin, c'était une bouse à utiliser, mais voilà, un ordinateur, je sais plus combien il coûtait, mais il coûtait vraiment pas cher, que tu pouvais brancher, commencer à programmer, etc. Il y a plein de gens, même en France, qui leur premier ordinateur, c'était un Sinclair. Et
et un peu comme un Musk qui s'est dit j'ai été génial jusque-là, donc tout ce que je vais faire sera génial. Et ben il s'est dit tiens je vais faire autre chose. Moi je pense que je vais maintenant révolutionner la mobilité. Et il a créé quelque chose qui s'appelait le Sinclair C5, le Sinclair C5. Alors il reste plein de documents d'époque. Le Sinclair C5, pour vous le décrire, c'est un tricycle. Il y a des pédales, mais en fait il est électrique. Vous êtes assis dedans, comme dans un truc avec une coque, mais vous n'êtes pas vraiment très protégé, hein, faut le dire. Allez le voir en ligne, Sinclair C5. Franchement, il faut le voir. Ah, faut le voir pour le croire. Ça, c'est, et il faut voir Sir Sinclair assis dedans, on dirait le méchant dans un James Bond. Oui. Comment il s'appelle le faux James Bond anglais là, le faux James Bond là. Quel faux James Bond? Le comique Austin Powers. Ah oui, d'accord. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'il a un petit côté, Bond villain, très clairement. Mais et il y a cru énormément, il y a investi énormément. Il y a un podcast qui raconte toute cette histoire, podcast qui s'appelle... Oh, je sais plus, c'est pas Propos Irresponsables, mais c'est un truc comme ça. C'est un podcast en anglais, justement, sur tous les trucs qui ont mal fini. Et donc, en fait, ils l'avaient développé dans le plus grand secret, et ils ont organisé une conf de presse pour le montrer à la presse et le faire tester aux journalistes. Le problème, c'est qu'évidemment, pour garder le secret, ils avaient fait très peu d'essais en vrai, sur route. Donc, le premier jour où des gens ont vraiment fait l'essai, c'était les journalistes pour la conférence de presse. Et là, rien que ça, déjà, je pense pas que c'est... Enfin bon, je crois que l'histoire rapporte que ce jour-là, il pleuvait. Donc, les gens se sont vite aperçus que, quand t'étais dans ce truc-là, t'étais protégé de rien, donc ok. Et accessoirement, c'était très bas, parce que t'étais assis très près du sol. Alors, alors c'est génial, ils avaient fait un infomercial, je t'en passe un tout petit bout. The Sinclair C5, a whole new way to get about. A whole new way. A safe, reliable, pollution-free electric vehicle which can be driven on the road by anyone, 14 and over. Eh ouais, tu pouvais le conduire à partir de 14 ans. Ça affichait une autonomie de 33 km, je crois. Là aussi, tu vois, c'est exactement comme ce qui se passe aujourd'hui entre l'autonomie affichée d'une voiture électrique et son autonomie réelle. Il y a des pointes à 22 km/h aussi. Ah oui, alors vraiment avec le vent dans le dos. Et il y avait quand même des pédales pour prendre le relais. Mais alors par contre, si t'arrivais au bout de la batterie et qu'il fallait que tu pédales, ça devenait vraiment, vraiment pénible. Il n'y avait pas de... comment dire, de volant. Il n'y avait pas de guidon, pas de volant. Oui. En fait, il y avait des leviers sur les côtés pour tourner. Donc, je pense qu'il y avait quand même un coup à choper pour arriver à le conduire. Il y avait plein de trucs qui n'étaient pas très rassurants. Il y avait plein de trucs qui étaient en option, comme des protections, des tout ça. Et par contre, c'était livré avec un manuel de sécurité routière. Mais c'est aussi parce que des mineurs sans permis de conduire pouvaient le conduire. Donc, tu n'avais pas besoin d'assurance ni de quoi que ce soit en fait pour conduire. Alors, ça. Il y avait une assurance, mais t'étais pas forcément. Enfin, il y a plein de trucs où c'était genre oui, vous pouvez, si vous voulez. Ah, vous voulez des protections de oui, si vous voulez, elles sont en option. Et en fait, c'était pas vendu en magasin, tu pouvais le commander. Là aussi, je vous mettrai un lien pour que vous alliez voir l'infomercial, parce que l'infomercial, il fait 6 minutes, il est absolument magique. De fait, c'est un côté véhicule du futur, tout blanc, avec ses roues super stylisées, tout ça. Mais alors, et du coup, il y a encore, vous allez sur le site de The Guardian, et il y a encore l'article du jour du lancement, en 1985. Moi, je m'en souviens, parce qu'à l'époque, pour tout dire, je lisais Science et Avenir, et ils avaient fait un papier dessus, et pour moi, ça y est, c'était le turfu. Ça y est, j'avais trouvé, je disais, c'est merveilleux. Et évidemment, vu la taille de la batterie, l'histoire ne dit pas quelle était sa capacité exacte, tu n'avais qu'à le brancher sur une prise de courant pour la recharger. Tu payais ça quand même 5 000 €. Enfin, 428 pounds à l'époque. À l'époque, le pound, il devait faire quoi, 10 balles, 10 francs. Ça valait des milliers de francs. 5 000 francs. En 85, je sais pas, ça ferait 3 000 € aujourd'hui, un truc comme ça. Je pense, 2005 à 3 000 €. Non, c'était pas gratuit. Regarde, nous, on a bien fait la Citroën Ami.
Moi, je trouve qu'elle est 100 fois mieux quand même. Mais 100 fois mieux que ça. Ah oui, parce que déjà, elle a 4 roues et pas juste 3. Après, t'as pas la classe de sœur Sinclair quand t'es dessus, j'avoue. Mais quand t'es dedans, parce que là, t'es dedans dans l'ami quand même. Oui, alors que là, t'es dedans, mais t'es déjà dehors. Allez voir le Sinclair C5. J'ai pas grand chose à ajouter parce que juste triste de ne jamais avoir pu l'essayer. Et aujourd'hui, ça coûte le prix d'une Zoé quand même. Ah oui, mais ça, c'est parce que c'est devenu un véhicule de collection. C'est une relique. Exactement, une relique, c'est le mot que je cherchais. Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode des Doigts dans la prise. On espère qu'il vous a plu. On espère surtout que vous êtes bien abonné à ce podcast. Si c'est pas le cas, il serait temps vraiment d'y remédier. Je vous le disais la dernière fois et je vais le répéter, si vous voulez soutenir ce podcast, désespérément gratuit, plusieurs façons simples sont à votre disposition. D'abord évidemment s'y abonner, mais ça y est, vous l'avez fait là. Et vous voulez que je prenne quelques secondes et je vous laisse regarder. Alors normalement, si vous êtes sur Apple Podcast, il y a un petit plus en haut à droite. Voilà, voilà celui-là. Voilà. Si vous êtes ailleurs, ah oui, alors d'ailleurs, j'en profite. Il faut que je vous présente mes excuses parce que il y a eu un bug sur l'épisode précédent. Mais dans la série, le diable se cache dans les détails. J'ai fait une petite manip en publiant l'épisode précédent. J'ai voulu gagner du temps, j'aurais pas dû. Et en fait, j'ai fait une petite erreur de publication qui a republié le nouvel épisode, mais avec le fichier audio de l'ancien. C'est pas grave, j'ai instantanément corrigé le bug et ça s'est pas vu, tout va bien, sauf à un endroit. Un seul endroit, en tout cas à ma connaissance, c'est sur Spotify, mais sur Spotify dans les Tesla. dans le genre pas de chance. Parce que apparemment cette implémentation-là de Spotify ne va pas rafraîchir le flux des podcasts. C'est un peu technique, mais disons que voilà, il fait pas un petit refresh de temps en temps pour vérifier si rien n'a changé. Non, une fois qu'il trouve un podcast et qu'il trouve le fichier, pour lui c'est le bon. Ça, et pourtant sur Spotify ailleurs, que ce soit sur ordinateur, sur smartphone, etc., pas de souci. Mais donc j'ai plein de gens qui me disent c'est bête parce que moi le podcast je l'écoute dans ma Tesla. Et là, j'ai retrouvé l'audio de l'épisode précédent. Donc, je leur ai conseillé de connecter leur smartphone en Bluetooth et de l'écouter. Enfin bref, les solutions existaient, mais je conçois que ça n'avait pas été très confortable. Donc voilà, rabonnez-vous, quelle que soit la plateforme. Si vous êtes déjà abonné, alors parlez de ce podcast autour de vous. La prochaine fois que votre cousin vous dira « Non mais moi j'attends l'hydrogène ». Et puis évidemment, allez toujours sur votre plateforme de podcast préférée pour nous laisser un commentaire 5 étoiles. Voilà, c'est à peu près la seule monnaie d'échange entre laquelle vous et nous puissions échanger. Les Doigts dans la prise est toujours une production signée Streamstar, enregistrée dans les fabuleux studios Heavyweight à Paris. Allez, cette fois, Les Doigts dans la prise, c'est terminé. Bonne route à tous. Salut Thomas. Salut Cédric. J'ai envie de dire à la semaine prochaine, mais n'ayons pas cette ambition.